Jadis chef du desk Orient des services allemands, le NFO, Max von Oppenheim est nommé arien d'honneur par Adolf Hitler, tandis que dans le monde arabe, on le surnomme Abu Djihad, le père du djihad. Descendant d'une longue lignée de banquiers juifs, le baron Max ne crie pas sur les toits qu'il s'est converti à l'islam, mais ses liens avec le monde arabe intéressent beaucoup les nazis. Cela fait 40 ans que le baron Max pousse à la guerre sainte contre les empires français et britanniques. C'est lui qui a installé à Genève son vieil ami, le cheikh druze Chekhi Barsalan, et c'est grâce à l'argent allemand que ce prédicateur syrien est devenu leader mondial de ce qu'on n'appelle pas encore l'islamisme. L'équivalent francophone de l'égyptien Hassan el-Banna qui vient de fonder les Frères musulmans au Caire. Sa revue, La Nation arabe, est lue du Maghreb en Malaisie, et il a ses entrées à la Société des Nations en tant que représentant des Arabes de Palestine et de Syrie. Son principal objectif d'alors est d'obtenir la condamnation de la France à la SDN pour avoir introduit le daïr berbère au Maroc. Une vieille idée du père de Foucault et du maréchal Lyautey qui meurt cette année-là. Plus que de simplement diviser pour régner, il s'agit de séparer les Arabes des Berbères pour ensuite reconvertir ces derniers au christianisme qu'ils pratiquaient avant l'invasion arabe, plus de 1000 ans auparavant. À la clé, une nationalité française pleine et entière qui serait offerte aux Berbères comme elle l'a été aux Juifs algériens. Dans ce but, le Daïr, décret signé par le futur roi Mohamed V, formalise l'existence de tribunaux berbérophones basés sur les coutumes amazighes ou chleux plutôt que sur la charia. Une attaque frontale des tribunaux islamiques qui disent en arabe le droit musulman. Or, le Maroc n'est qu'un protectorat, un pays sous tutelle, mais indépendant qui reste officiellement de droit musulman. Le tollé est immédiat dans les écoles coraniques, suivi de manifestations le vendredi à la sortie des mosquées. Arsalan soutient le mouvement dans sa revue, à la tribune de la SDN et dans ses prêches du Congrès islamo-européen qu'il organise à Genève avec l'argent de Berlin, où les nazis sont désormais installés au pouvoir. Des dizaines de délégués accourent à Genève. Tous les nationalistes arabes de passage en Europe ou y étudiants viennent voir le cheikh. Le futur ministre Jamil Mardambey, l'officier franco-libanais et agent double du deuxième bureau Fawzi Al-Kaoudji, deux étudiants syriens de la Sorbonne, Salah al-Din Bitar et Michel Aflaq, pourtant proches du Parti communiste, violemment combattu par Arsalan parce que dominé par les Juifs. Ancien communiste également, l'Algérien Messali Hadj déménage à Genève pour se rapprocher du cheikh et le Marocain Mohamed Ouazani est alors son secrétaire. Tous deviendront les hommes clés de l'indépendance de leurs pays respectifs. François Genoux et Jean-Maurice Beauvert vivent en colocation à Lausanne avec 3 étudiants syriens qu'ils accompagnent écouter les prêches incendiaires de Chekhi Barsalan. À 18 ans, il milite à l'Union nationale, le parti fasciste de Géo Oltramar, représentant du Duce à Genève. Mais l'Italie fasciste est elle-même en train de devenir une puissance coloniale en Libye, en Somalie, en Éthiopie, tandis que l'Allemagne nazie n'a aucune colonie. Si Beauvert est issu de la grande bourgeoisie genevoise, Genoux est le fils d'un petit patron vaudois, espion pour la France et condamné pendant la guerre de 14. Le père envoie son adolescent de fils en séjour linguistique en Allemagne, où l'ado turbulent croise Hitler, lui serre la main et participe aux activités des Hitlerjugend, le moule des héros antisémites. Il en ramène aussi le protocole des sages de Sion qu'il prête à son copain Beauvert. Les deux ados croient désormais, et pour le restant de leur vie, au complot juif mondial. D'ailleurs, la preuve, répète-t-il, c'est que les bolcheviks sont quasiment tous juifs. En fait, en Russie, entre aristocrates et paysans orthodoxes, les juifs formaient une petite et moyenne bourgeoisie dépourvue de droits, surtaxée, opprimée et parfois pourchassée. Normal qu'ils aient eu envie de changement. Pour autant, tous les juifs n'étaient pas bolcheviks et tous les bolcheviks n'étaient pas juifs.
Au Kremlin, le délégué du Comintern pour les pays latins est un pasteur protestant, Jules Humbert Drault. Natif de la petite ville ouvrière de la Chaux-de-Fonds, comme son agent de liaison au bureau politique du PCF, Maurice Tréand, l'auteur des listes noires des escrocs ennemis de la Révolution, presque tous juifs, chassés du parti par l'arrivée au pouvoir de Staline. Doit-on parler de complot chaudefonnier international? En tout cas, à la SDN, le complot du NFO, du baron Max et de Chekhi Barsalan a réussi. La France retire le Daïr berbère. Les nazis engrangent leur première victoire diplomatique. Peu après, la banque von Oppenheim peut changer de nom pour ne plus être une banque juive. Vecteur de l'influence allemande en islam, le NFO avait été aussi utilisé pour séduire les juifs allemands tentés par la déclaration Balfour, recrutant de nombreux agents juifs et des officiers allemands pro-sionistes comme Otto von Henting. Les nazis décident de transférer le tout dans l'Abwehr de l'amiral Canaris.